Conakry, 16 août 2018, au sommaire de cette édition, l'équipe nationale de handball rentre de Kigali avec des trophées. Elle a été reçue ce jeudi par le Premier ministre chef du gouvernement. Dr Ibrahima Kassory Fofana se dit très satisfait de la prouesse des joueurs de handball. Comment faire face aux inondations en Guinée? La Croix-Rouge guinéenne tente de trouver des solutions à cette épineuse question. Les volontaires venus des sous-préfectures sont en formation à Conakry. Plus de 200 millions de dollars, c'est le montant que la société turque compte investir dans les travaux d'extension et de modernisation du terminal conventionnel du port autonome de Conakry en 2 ans. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre d'État des Transports. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Audience à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu l'équipe nationale de handball. L'équipe était venue lui présenter les 2 médailles obtenues à Kigali. Il s'agit de la 2e place et du meilleur gardien challenge continental. Dr Ibrahima Kassory Fofana, très satisfait des résultats obtenus, a tenu à réaffirmer tout le soutien du gouvernement à accompagner la Fédération de handball. Le résumé de cette rencontre avec Hadi Kamara. C'est l'équipe nationale cadette de handball. Elle vient de remporter 2 trophées à Kigali, République de Rwanda. Il s'agit de la 2e place face au Nigeria et du meilleur gardien du tournoi Challenge continental. Ici, les sportifs, l'encadrement technique et le département des sports, de la culture et du patrimoine historique étaient tous mobilisés pour présenter ces 2 trophées au Premier ministre chef du gouvernement. Sans soutien de l'État, une équipe nationale n'est rien. Moi, je pense bien que ça ne fait que renforcer notre position et la conviction de la Fédération guinéenne de handball à essayer de donner toujours satisfaction au peuple de Guinée. Nous avons été toujours soutenus par notre ministère de tutelle, le ministre des Sports à la personne de M. Sansi Bantamasso. C'est l'occasion pour nous de lui dire merci parce qu'il fait tout pour notre fédération. Ces 2 trophées viennent renforcer la position de la Guinée sur l'échiquier international en matière de pratique sportive, surtout le handball. Aujourd'hui, c'est le handball qui nous réunit dans cette salle qui, après une longue traversée du désert, grâce au dynamisme de sa fédération, sort des sentiers battus et renoue avec les compétitions de haut niveau. Décidé de marquer le retour de la Guinée dans le concert des nations du handball, cette fédération sur fonds propres a construit son gymnase de 1200 places et une aire de jeu de 600 places. Très rapidement, la confiance renaît entre les instances continentales et internationales du handball et notre fédération nationale. Très satisfait de la qualité des prestations de cette équipe, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est engagé à œuvrer dans le sens de la promotion du sport en Guinée. Je souhaite vous dire que nous ne ménagerons rien pour accompagner les équipes guinéennes pour que ce palmarès puisse s'accroître pour le grand bien de la Guinée. Je vais vous dire, il y a un sentiment de frustration chez nos compatriotes depuis les moments de gloire de la FIA et du série national. Sentiment de frustration parce que notre vie n'est plus ponctuée par des succès qui faisaient la fierté du Guinée. Alors que ça nous vienne aujourd'hui du handball, nous en sommes ravis. Que ça nous vienne il y a quelques jours du karatéka, nous en sommes ravis. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour tout l'engouement dont vous faites preuve, pour redonner au sport guinéen et au-delà du sport, pour redonner à la jeunesse guinéenne ces marques de fierté et de noblesse. Vous aurez tout le soutien du gouvernement pour vous permettre d'aller plus vite. La fédération est à pied d'œuvre déjà pour assurer la préparation physique et mentale des joueurs de différentes catégories en vue d'affronter d'autres expéditions internationales. Au mois de septembre, par exemple, il y a la Coupe d'Afrique des Nations
pour les cadets et juniors à Marrakech du 6 au 22 septembre. Il y aura également au Congo-Brazzaville la Coupe d'Afrique Senior Dames. 10 pays africains prendront part à cette compétition dans la Guinée du 2 au 12 décembre prochain. Le ministre de l'Information et de la Communication poursuit sa série de prises de contact avec les associations de presse. La démarche du ministre Amara Samparé vise à établir un cadre de concertation entre la presse publique et privée et s'est entretenu à cet effet avec les responsables de l'UTELGUI. Bernard Nguinou. En recevant les responsables de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Amara Samparé entend partager sa vision sur la nécessité de créer une plateforme de dialogue entre presse publique et presse privée. Au cours de cette audience, le ministre de l'Information et de la Communication a expliqué les motivations de son département. Ce type de structure est indispensable pour essayer de gommer les incompréhensions qui existent de part et d'autre. La presse privée n'est pas une presse d'opposition, comme on veut le dire, et la presse publique n'est pas une presse de propagande. Ce sont tous des journalistes qui essayent de faire leur boulot du mieux qu'ils peuvent dans des conditions que l'on connaît difficiles en Guinée. Et nous l'espérons, ce cadre permettra ensemble de poser les problèmes sur la table, d'en discuter entre personnes responsables et d'essayer d'apporter des solutions adéquates pour améliorer les conditions de travail des journalistes, qu'ils soient du privé ou du public, mais d'améliorer aussi leur niveau, renforcer leurs capacités, permettre aux journalistes de mieux appréhender les règles de déontologie qui permettront de garantir le respect des lois républicaines et de garantir le maintien de l'ordre public dans la cité. À l'issue des échanges, le projet de document de création d'un cadre permanent de concertation est remis aux responsables de cette organisation de presse. Le document comporte des termes de référence du projet, notamment la stratégie de mise en œuvre, le mécanisme de suivi-évaluation, ainsi que l'avant-projet d'arrêté portant création, attribution, composition et fonctionnement du cadre permanent de concertation entre la presse publique et la presse privée. De mémoire de journalistes, nous avons pour habitude de nous demander des rendez-vous chez les ministres qui nous gouvernent. Mais cette fois-ci, le ministre a eu l'initiative d'inverser la tendance parce que les choses évoluent. Donc nous saluons aujourd'hui à plus d'un titre cette démarche participative à laquelle le ministre a bien voulu nous faire part. Nous avons le document, nous allons l'examiner et j'en suis sûr, tout ce qui est bon pour le rayonnement de notre presse, pour le bien-être du Guinéen, pour le développement de l'audiovisuel et la presse dans son ensemble dans ce pays. Nous allons, l'UTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, nous allons nous inscrire dans ce cadre-là. Comme l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, d'autres organisations de presse devront également recevoir ces projets de documents afin d'apporter leurs amendements à cette démarche des fédérations professionnelles pour une presse nationale plus unie et plus dynamique. L'expérience guinéenne en matière de production énergétique commence à faire des émules en Afrique. La ministre nigérienne de l'énergie était à Conakry pour s'inspirer de l'expérience de la Guinée au moment où son pays s'apprête à lancer une centrale à charbon. Nabi Kamara. L'électrification du pays constitue une priorité pour le président Alpha Condé. La construction des barrages hydroélectriques de Kaleta, Swapti et Amaria se situe dans ce cadre. L'initiative commence à faire tache d'huile dans la sous-région, comme le témoigne la ministre nigérienne de l'énergie en séjour à Conakry dans le cadre des échanges d'expériences entre les pays membres de la CEDEAO et l'ABN. Nous sommes venus en Guinée pour nous rendre compte de l'expérience guinéenne réussie en matière énergétique, surtout en ce qui concerne les centrales thermiques et en termes de BOT, comment les choses sont structurées, parce que le retour d'expérience africain est bon à prendre et ça nous permettra de gagner et du temps et on va dire aussi peut-être de l'argent.
La ministre nigérienne de l'énergie et son homologue guinéen ont échangé sur les tarifs de l'électricité, les contrats en BOT et la mise en service bientôt d'une centrale à charbon au Niger. Ils ont apprécié les efforts de la CEDEAO dans le développement du secteur de l'énergie dans la sous-région. Quant à l'ABN, les deux ministres ont reconnu que sa survie dépend de l'existence du fleuve Niger, d'où la nécessité de sa protection. On va pouvoir désensabler complètement le fleuve Niger et équilibrer le niveau d'eau dans le lit majeur, ce qui est un partage important dans la sous-région pour la CEDEAO et pour l'ABN également. Avant de quitter Conakry, la ministre nigérienne de l'énergie et son homologue guinéen ont visité les centrales électriques de Kaloum 1 et 2, des installations thermiques de compensation des pertes d'énergie en période d'étiage en Guinée. La Croix-Rouge guinéenne dans l'offensive contre les inondations à travers un projet de renforcement des capacités des volontaires pour réagir rapidement en cas de catastrophe. Les volontaires de 6 préfectures du pays bénéficient de cette formation que sont Mamou, Sigiri, Madiana, Kerewani, Kouroussa et Forikaria. La rencontre a eu lieu à Forikaria précisément, à Bibtiam. Cet exercice n'est qu'une simple simulation. Les agents de la Croix-Rouge affûtent leurs armes contre d'éventuels cas d'inondation et leurs conséquences sur la population. À l'hôpital de Forikaria, l'évacuation des supposés sinistrés n'est pas loin d'une réalité à prendre en compte. On a eu 2 villages lors de cette campagne de vaccination, de distribution de médicaments qui n'ont pas été touchés à cause des crues des cours d'eau. Et si la pluie continue, les villages peuvent être atteints. Et ce qui va nécessiter le déplacement de la population, tout une prévention, il faut faire la riposte, il faut apprendre comment gérer tout ça. Et c'est à cela que la Croix-Rouge est préparée aujourd'hui avec la santé. La prise en charge sanitaire s'accompagne d'une assistance alimentaire. Un campement pour les déplacés est aménagé au stade municipal. Les volontaires apprennent dans cette autre étape les contraintes liées à l'opération de distribution des denrées aux populations en détresse. Notre capacité a été bien améliorée. Et en cas de catastrophe maintenant au niveau, que ce soit inondation ou bien que ce soit l'épidémie, et on peut dire qu'on est prêt à l'heure où nous sommes d'agir. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que les volontaires de la Croix-Rouge maîtrisent parfaitement les gestes de premier secours, que les volontaires de la Croix-Rouge savent installer des camps, effectivement, que les volontaires de la Croix-Rouge savent servir, savent rendre disponibles les différents services, comme le rétablissement des liens familiaux, comme la prise en charge médicale, comme les questions logistiques, comme les questions de construction des abris, les questions de construction des latrines de fortune. Rien n'est encore gagné. Dans le campement, un supposé sinistré vient de perdre la vie. Une nouvelle épreuve qui rappelle l'immensité des défis à relever en matière de premier secours. Notre vision, c'est celle que le cadre de CND nous a instruit, c'est que d'ici 2030, qu'il y ait 0 mort lorsqu'une catastrophe survient. Pour cela, il faut nécessairement préparer non seulement les décideurs, les acteurs, mais surtout les populations qui sont souvent victimes. Dans cet exercice de simulation, des familles entières se retrouvent après avoir été séparées sous la pression des inondations. Une victoire pour la Croix-Rouge guinéenne, désormais prête à relever cet autre défi lié aux inondations. Dans l'actualité encore, relier Dubrika à Koya sans passer par le kilomètre 36, c'est possible. La transversale numéro 13 entre Gomboya et kilomètre 5 à Dubrika fait le pont entre les deux préfectures. Cette voie, si elle est réalisée, pourra contribuer à limiter les embouteillages au niveau du kilomètre 36. Nos reporters ont parcouru cette route. Voici donc le reportage de Alia Kamara et Ansman Toumani Kamara. Sous le regard bienveillant du mont Kakoulima, la transversale T13 sur la nationale Conakry-Koya
Une route secondaire qui traverse Gomboya, un quartier avec une forte démographie, pour déboucher sur la préfecture de Dubreka. La poussée démographique accompagnée de l'industrialisation de cette zone fait de la T13 une route très pratiquée. Les habitants de la localité ont un cri de cœur auprès des pouvoirs publics, faciliter la circulation sur cette transversale. On peut quitter Sodefa et aller directement au kilomètre 5 à Dubreka. Si la route est faite, il y aura moins d'embouteillage au kilomètre 36 et ça réduit la distance à parcourir. Ce tronçon, une fois débouché, va permettre de résoudre le casse-tête habituel des embouteillages sur la nationale. Déjà dans son programme d'ouverture des routes, le gouvernement a des priorités bien précises. Cette transversale, ainsi que toutes les autres du pays, est inscrite dans un programme de réhabilitation pour permettre aux habitants de circuler librement comme ils le souhaitent. Avec l'urbanisation accélérée de la périphérie de Conakry, ces routes vont permettre de fluidifier la circulation et faciliter le mouvement des populations. Déjà à Gomboya, le gouvernement a facilité l'adduction d'eau potable et l'électrification de la zone. Asseyons-nous et discutons. C'est le titre d'un projet de l'ONG Protégeant les droits humains, PDH. Ce projet vise à promouvoir la paix et la cohésion à travers les mécanismes de règlement traditionnel des conflits. Ce projet qui a été lancé mercredi va durer 18 mois. Explication Yaya Silla. Les récurrents conflits politiques en Guinée interpellent les organisations des droits humains. L'ONG Protégeant les droits humains, PDH, est parmi ces organisations qui prennent de nouvelles initiatives. Ce mercredi, les acteurs de la société civile et les élus locaux ont lancé le projet « Asseyons-nous et discutons ». L'objectif est de promouvoir le dialogue et la concertation à travers les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits. Ce projet dénommé « Asseyons-nous et discutons » est un projet qui opte pour une approche communautaire de prévention et de résolution des conflits. À travers la création d'un espace dans chaque quartier des 16 quartiers identifiés dans les 5 communes de Conakry, pour discuter à chaque fois qu'il y a un problème dans le quartier. Le comité provisoire de réconciliation nationale a rendu les conclusions de ses travaux. Parmi ces recommandations figure en bonne place la prévention des conflits. Pour Osiwa, la paix n'a pas de prix. C'est juste de faire en sorte que les gens aient cette culture de débat, les gens aient cette culture de contradiction. Donc le projet, pratiquement, c'est 3 éléments essentiels. Le premier, c'est quoi? C'est de prévenir les conflits. Le deuxième, c'est essayer de résoudre ces conflits où il y a conflit de façon pacifique. Et le troisième, c'est de faire en sorte qu'on essaie de pérenniser la paix en utilisant toutes ces formes traditionnelles que nos parents ont utilisées et qui ont pu vivre en harmonie pendant toutes ces décennies. Le département de la jeunesse s'engage à accompagner l'initiative de l'ONG Protégeant les droits humains. Moutar Diallo rassure de mobiliser la couche juvénile autour de cet idéal de paix. Nous sommes dans une démarche de mobiliser l'ensemble des acteurs du côté de l'État, du côté des partenaires techniques et financiers, du côté des acteurs sociaux et politiques pour qu'ensemble que nous soyons d'accord sur l'importance, sur l'impérieuse nécessité de préserver la paix. Bien sûr, ça met en cause la nécessité qu'il y ait des contradictions, des différences, mais qui doivent être gérées dans le cadre des lois, dans le cadre du respect des droits humains. Les prochains jours, les membres de cette ONG seront dans les 16 quartiers de Conakry pour constituer les champions de la paix.
Je vous le disais en titre, conférence de presse ce jeudi du ministre d'État, ministre des Transports, autour de la signature de la concession du port autonome de Conakry avec la société Al Barrick de la Turquie. Principal enjeu, la société va injecter en 2 ans plus de 200 millions de dollars dans les travaux d'extension et de modernisation du terminal conventionnel du port autonome de Conakry. Selon cette convention, aucun travailleur ne sera mis en chômage technique. Fodé Camara, reportage. Récemment, la concession du port autonome au groupe turc Al Bayrak a fait les choux gras de la presse. Autour de cette question d'actualité, Aboubakar Silla, le ministre d'État des Transports, s'empresse de définir les grandes lignes de ce nouveau partenariat public-privé pour l'extension et la modernisation du terminal conventionnel du port autonome de Conakry. Je dois d'abord commencer par dire que cet acte qui a été conclu par le gouvernement guinéen et la société Al Bayrak de Turquie, ce n'est pas une vente du port autonome. Le port autonome n'a fait l'objet d'aucune cession. Il n'y a eu aucune aliénation du patrimoine. Il s'agit tout simplement d'une mise en concession pour une période de 25 ans, autrement dit d'une délégation de service public qui est faite par l'État en faveur d'un opérateur privé. Je crois qu'il est très important qu'on le sache parce qu'il y a eu des rumeurs de tout genre qui ont fait croire qu'il s'agissait purement et simplement d'une cession définitive du port. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que ce n'est pas tout le port autonome de Conakry qui a été mis en concession. Le port autonome de Conakry, je vais vous le dire, est composé de plusieurs terminaux. C'est le port conventionnel qui a été mis en concession en faveur du groupe Al Bayrak de Turquie. Je dois vous dire que ce port conventionnel, il existe depuis de longues années, depuis les années 80. Donc ces installations sont aujourd'hui saturées, elles sont vieillissantes et leur remise en état, leur extension, leur modernisation exigent des montants considérables dont ne dispose pas en ce moment notre pays. En chiffres, les 178 pages de la concession avec le groupe turc Al Bayrak se résument par 200 millions de dollars à injecter dans les activités dès les 2 premières années, avec une possibilité de revoir à la hausse les revenus douaniers. Je vais vous donner quelques chiffres. Les revenus de l'État qui sont prévus en dehors des droits de douane, des impôts, les revenus de l'État pendant la durée de la concession qui est de 25 ans sont chiffrés à 330 millions de dollars. 330 millions de dollars, faites le calcul, divisé par les 25 ans, ça vous fait à peu près 13 millions de dollars chaque année qui vont tomber dans les caisses de l'État. C'est une moyenne. On va commencer par des chiffres plus faibles, mais au fur et à mesure que le volume des activités du port va s'accroître dans le temps, on va arriver à des chiffres qui vont avoisiner les 21 millions de dollars par an. Donc on a une moyenne générale sur les 25 ans de concession à peu près de 13 millions de dollars chaque année, contre aujourd'hui, en matière de redevances versées à l'État, 0 francs. Puisque les revenus du port aujourd'hui lui permettent juste de faire face à ses charges, lui permettent de faire face à ses obligations d'investissement pour maintenir à niveau les installations portuaires actuelles, lui permettent également de faire face évidemment au paiement des impôts et des taxes. Mais de redevances versées à l'État par rapport à l'exploitation portuaire, le port n'est pas en mesure dans les conditions actuelles, compte tenu du faible volume d'activité et compte tenu des conditions de gestion actuelles, de verser quelque chose à l'État guinéen. Ce qui va être une situation donc, qui va changer avec ce groupe Al Bayrak. Ici au département des transports, dans une salle de conférence archi-comble, aucune question n'a été esquivée. Entre autres préoccupations, la curiosité de la presse a été assouvie par rapport à l'avenir du personnel du port autonome de Conakry. Selon Aboubakar Silla, tous les emplois sont garantis. En plus, toutes ces clauses ont été revues à la loupe par les experts internationaux. Jamais un contrat en République de Guinée n'a bénéficié de tant d'attention, n'a fait l'objet de tant d'accompagnement de la part d'experts étrangers, de la part d'institutions étrangères internationales, de la part de cabinets conseils, autant que ce contrat de concession du port conventionnel de Conakry. Parce que non seulement le gouvernement s'est assuré la collaboration de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a mis à sa disposition 2 experts
un ingénieur en travaux publics, un ingénieur en travaux maritimes. Mais aussi, le gouvernement a eu la collaboration de deux grands cabinets, deux grands consultants, deux grands cabinets juridiques qui sont Bakr et Makanzi et Hughes et Uba, qui ont participé donc à la rédaction de ce document et qui sont donc veillés avec les autorités guinéennes au respect des intérêts de la Guinée dans le cadre de cette concession. Autre précision du ministre Aboubakar Silla, les investissements des partenaires turcs permettront de réhabiliter le terminal conventionnel, de construire un nouveau quai pour décongestionner les activités portuaires et réduire de façon drastique les surestaries. Voilà, la concession du port autonome de Conakry avec le groupe Al-Barak va donc créer de l'emploi et garantir des emplois existants. 37 étudiants de l'université Roi Mohamed VI viennent de bénéficier d'une bourse de formation d'un mois en anglais à Makeni, en Sierra Leone. Les récipiendaires vont apprendre les techniques d'expression, la grammaire et la traduction. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat qui existe entre les deux universités Saint-Martin. Depuis 4 ans, la fondation de l'université Roi Mohamed VI de Guinée décroche des stages de formation à l'étranger en faveur de ses étudiants. Le Maroc et la Sierra Leone sont des destinations privilégiées. Pour la ville de Makeni, c'est la 3e promotion qui bénéficie de ces voyages d'études. Cette année, 37 étudiants de l'URM6 se rendent à l'université de 7 localités lyonnaises, UNIMAC, pour un mois d'apprentissage de la langue anglaise. L'anglais aujourd'hui, c'est une langue extrêmement importante. Nous pensons que ces jeunes-là ont été sélectionnés en fonction de leur capacité, de leur niveau de formation, et qu'ils feront honneur non seulement au roi Mohamed VI, mais à toute la jeunesse universitaire guinéenne. Nous en sommes certains. Je suis vraiment émue et je remercie vraiment le fondateur et ses collaborateurs. Et nous vous assurons que nous allons faire la fierté de la Guinée l'arrivée là-bas. Et je conseille à tous ceux qui sont partis de se mettre au travail ardemment aussi. C'est un voyage plein d'enseignements. Parmi les récipiendaires, nombreux sortent de leur pays pour la première fois. À Makeni, ils sont accueillis par les encadreurs de l'UNIMAC. Ici, le programme d'enseignement est riche. Des cours spécifiques pour accélérer l'apprentissage. Il s'agit de la grammaire, l'expression, le vocabulaire, la traduction anglais-français, la culture, l'éducation et l'informatique. Leur niveau est déjà acceptable parce qu'ils sont très passionnés et répondaient à mes questions sans beaucoup d'efforts, sans mettre beaucoup d'efforts. Et je pense qu'il y a la volonté d'apprendre. Aussi, toutes les questions que j'ai posées, ils ont répondu à eux et comme ça, je pense que leur niveau est avancé. Avec cette langue, nous avons plein d'opportunités à travers les grandes sociétés internationales du pays pour le travail. Et puis nous sommes là aussi pour un objectif bien déterminé, pour qu'on puisse se donner à l'anglais et pour avoir un certificat pour aller honorer la République de la Guinée et en même temps honorer nos parents qui ont beaucoup fait pour nous et puis honorer aussi le fondateur de l'université Roi Mohamed VI. Ces étudiants guinéens sont émerveillés par la disponibilité des encadreurs et la qualité des enseignements reçus. À la fin de la formation, ils devront être en mesure d'écrire et de parler couramment l'anglais. Dans l'actualité encore, adoption du budget du développement de Kindia, exercice 2018, et ce chiffre à près de 3 milliards de francs guinéens. Suivez les nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images avec Younoussa Tawel Kamara. La réforme vise à renforcer les capacités opérationnelles et techniques des 30 régisseurs de prison du pays. La rencontre de 3 jours traite de la gestion des hommes, des équipements et des droits des détenus. Autant d'aspects pour améliorer la qualité du service public dans les prisons. Ça va changer beaucoup de choses parce que cet atelier permettra de moderniser les pratiques des hommes et femmes en charge de gérer la population carcérale. Et je crois à l'issue, je garde l'espoir qu'à l'issue de cette formation, ces personnes
n'est-ce pas, pourront être regardés avec humanisme. Nos prisons souffrent de beaucoup de maux, mais le principal mal est que le personnel qui dirige et qui gère ces prisons n'est pas du tout formé au métier pénitentiaire. Donc, malgré le fait qu'il n'y a pas assez de moyens pour travailler dans les prisons, il est très important de donner à ces dirigeants, à ces directeurs de prison, directeurs adjoints, les moyens techniques nécessaires pour mieux accomplir leur mission. Donc la finalité, c'est quoi? C'est moderniser le système carcéral de manière à l'arrimer aux normes et aux standards internationaux qui exigent un meilleur traitement des personnes qui sont privées de liberté. À Kindia, le budget exercice 2018 vient d'être adopté par les acteurs au développement. Il se chiffre en dépenses et en recettes à 2,7 milliards de francs guinéens. C'est au cours d'un conseil administratif organisé par l'administration préfectorale. Dans ce budget, la préfecture prévoit la restauration des logements des secrétaires généraux, l'aménagement de la place des martyrs et le renforcement des services de sécurité. On a voulu se sortir de ça pour que réellement tout ce beau monde soit réuni afin de voir qu'est-ce qui a été fait en 2017 et comment ça a été fait et quels ont été les boulots, les contraintes et voir pour l'année 2018 quelles sont les dispositions à prendre pour contourner ce qui n'a pas été bien fait. Comment promouvoir l'alphabet Nko en Guinée? La question préoccupe les promoteurs de cette écriture. Un nouvel ouvrage vient d'être publié dans ce sens. Il aborde des sujets liés à la santé. L'auteur est Mamadou Kateba Kamara. Voici le reportage de Maurice Sidivi. Cet ouvrage de 168 pages est écrit entièrement en Nko. L'auteur explique ses expériences dans le domaine de la santé. Il est le résultat de 13 ans de recherche menée sur le terrain. L'État guinéen a fait assez de choses, mais jusqu'à présent, le taux de mortalité au niveau des enfants reste une préoccupation. Alors, quand je vois en ce moment une ONG qui fait ses activités, c'est une chose importante. Ce livre d'une haute pertinence pourra aider les vieilles, les mamans, les vieux au niveau des villages qui n'ont jamais fréquenté les écoles, qui ne peuvent pas venir dans les grandes formations sanitaires, à lutter contre les maladies de leurs enfants et à faire en sorte que leurs enfants naissent dans de très bonnes conditions, se développent dans de très bonnes conditions et que les maladies liées à l'enfance soient drastiquement réduites. Le livre est dédicacé en présence des promoteurs de l'alphabet Nko. Il lève des préjugés sur l'Nko et précise. J'ai étudié dans une des plus grandes universités américaines. J'ai vu Nko à Illinois State University. On peut vous renseigner très bien. Ce n'est pas encore enseigné, mais c'est déjà entré dans le système informatique. Aux États-Unis, je l'ai vu. À Sydney, je l'ai vu. Donc pour cela, il faut encourager en tout cas ceux qui œuvrent dans le cadre de la propagation, s'il faut le dire, du livre Nko. Cet ouvrage est publié au moment où l'écriture Nko a du mal à intéresser tous les Guinéens. Par contre, dans certains pays, elle commence à séduire. 1,405 milliard de francs guinéens. C'est le montant record gagné par un seul parieur du PMU Guinée ce dimanche à Conakry. La remise de cette cagnotte à l'heureux gagnant a eu lieu ce jeudi sous la supervision des autorités de la LONAGUI. Reportage lancé Camille Soko, Nabi Kamara, Robert Bangoa. C'est dans un kiosque de PMU Guinée à Sonfonia que ce monsieur a déboursé 5 000 francs guinéens pour un ticket au compte de la cagnotte record de plus d'1 milliard de francs guinéens. Une heure après son pari, les résultats tombent.
et il est le seul gagnant dans l'ordre du Quintet. C'est jeudi matin, il a reçu le chèque de cette somme faramineuse dans les mains des responsables des PMU Guinée et de la LONAGUI. En ces jours mémorables dans sa vie, l'heureux parieur livre ses sentiments quant au jeu des pronostics. Merci PMU Guinée et tout ce que vous avez fait pour notre pays. Je remercie mes frères, ma famille, tout le monde. Vous-même, les doyens qui sont derrière moi, je vous remercie pour tout le monde. Mais si vous voyez comme ça aujourd'hui, je vais plus ça aujourd'hui. J'ai trop souffert. L'homme, c'est ça. Ce que je vous dis là, le respect est devant. Vous aimez insulter un frère. Vous aimez frapper une femme. C'est trop. Il y a beaucoup d'exemples. Et je vous demande de prier pour moi. Je suis très pauvre. Je viens très loin. En Guinée, le PMU est l'un des premiers jeux de pronostic. Depuis 2012, il connaît une avancée très significative grâce à la dynamique insufflée par les nouvelles autorités de régulation du domaine. C'est vrai que c'est un gain record en Guinée, mais n'oubliez pas que c'est un gain record en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, PMU Guinée est le numéro 1 des PMU d'Afrique de l'Ouest. Avec ce gain, aucun PMU n'a réalisé une telle performance. La LONAGUI, en arrivant en 2012, j'ai demandé le process. On m'a montré le process, ce que vous dites principe de jeu. Nous avons regardé, nous avons corrigé dans le process quelques anomalies. Et la correction des anomalies nous a permis de voir des gains qui montent crescendo à chaque fois que nous avons des cagnottes, mais c'est des cagnottes vraiment d'un niveau exceptionnel. Cette cagnotte d'aujourd'hui est certes un gain record dans la sous-région, mais les responsables des PMU Guinée n'entendent pas se limiter là. Ils promettent de continuer dans la même lancée afin de permettre à d'autres parieurs de pouvoir tenter leur chance. Nous souhaitons renouveler de telles performances pendant de longues années. Donc la transparence, la sécurité, c'est les maîtres mots. Nos paris sont sécurisés, notre serveur est directement connecté au serveur des courses françaises, donc ce qui empêche toute fraude, ce qui empêche toute prise de pari à partir du moment où les chevaux ont démarré la course. C'est notre point fort, je dirais, qui garantit la confiance auprès des joueurs. L'apport des PMU est très considérable en Guinée, non seulement pour l'État, mais aussi pour bon nombre de citoyens qui en profitent. À ce jour, le Pari Mutuel Urbain emploie plus de 150 agents de bureau et plus de 1000 agents revendeurs à travers le pays. Et puis, en plus bref, sur le continent au Mali, le président sortant Ibrahima Boubacar Keïta est réélu avec 67,17% des voix. Arrivé au pouvoir en 2013, Ibeka se dirige vers un nouveau mandat à la tête de la République du Mali, où la question sécuritaire reste une grande préoccupation. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Thank you.